je vous propose de démarrer ce webinaire. Bonjour à tous. Je m'appelle Pedro Jorquera Ferra. Aujourd'hui, on va vous parler en fait des travaux des LIEA HPT-TCP, les travaux des LIEA sur les pompes à chaleur, et on a décidé d'appeler ce webinaire Comité national du programme HPT. Donc, 3 présentateurs de notre aujourd'hui pour traiter les différents sujets. En fonction des sujets qu'on vous a préparés. Avant de commencer la partie plus technique, donc je voulais vous rappeler ce que c'était le CETIAT. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas bien clair. Donc CETIAT, c'est un centre technique qui est un statut juridique spécifique qui a été créé dans les années 60 dans le but d'accompagner le développement de l'industrie française. Et du coup, le CETIAT, c'est le centre technique des industries aéroliques et thermiques. On accompagne ce qu'on appelle des ressortissants, en fait, des fabricants de tous les équipements aéroliques et thermiques, donc tout d'une simple bouche d'aération, en passant par les ventilateurs jusqu'aux systèmes un peu plus complexes, comme des chaudières, des pompes à chaleur, et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, pour ces ressortissants, on fait des projets de recherche, voilà, qu'on appelle nous des actions collectives, dans le but de accompagner les industriels à développer leurs produits, à optimiser les performances. Et ça représente environ 36% de notre chiffre d'affaires. L'autre côté, c'est des contrats avec des clients, gré à gré, B2B, pour 60% de notre chiffre d'affaires environ, et on fait des études, des essais, de la formation, encore des étalonnages. Et donc, du coup, nos moyens, quand on fait un appel pour ces projets de recherche ou encore les contrats privés, et des plateformes d'essai, pas mal de laboratoires pour tester à peu près tous les produits, pompes à chaleur, chaudières, ventilateurs, etc. Faire des étalonnages ou encore des moyens de modélisation et de simulation. Et donc, du coup, dans nos actions de recherche, en fait, dans ce qu'on appelle action collective, le CETIAT participe à ces travaux des LIEA HPT-TCP. Qu'on vous présente aujourd'hui avec le webinaire numéro 12, une série de webinaires. Et du coup, le premier sujet en fait qu'on va vous proposer de faire un petit rappel du programme Heat Pumping Technologies. Voilà, donc c'est au sein de l'Agence internationale d'énergie que ça se passe. Donc cette organisation en fait intergouvernementale qui a été fondée dans les années 70 a été mise en place pour traiter tous les aspects en lien avec l'énergie. Il y a une trentaine de pays membres de cette organisation. Donc, tous les pays que vous voyez en bleu dans cette carte. Et du coup, au sein de cette organisation, en fait, on a mis en place des programmes cadres de collaboration technologique, ce qu'on appelle TCP, avec l'objectif d'accélérer l'innovation énergétique sur plusieurs sujets. Un peu de tout, en lien par exemple avec l'hydrogène, avec le photovoltaïque, avec les smart grids. Nous, on s'intéresse du coup aujourd'hui au programme Heat Pumping Technologies. Donc voilà, vous comprenez un petit peu ce que toutes ces sigles veulent dire. Donc c'est un programme de collaboration technologique, TCP, au sein de l'Agence internationale d'énergie, IEA en anglais, qui s'intéresse donc aux technologies de pompage de la chaleur. Donc Heat Pumping Technologies, HPT. Sur les 30 pays membres de l'IEA, il y a une vingtaine qui participent activement au programme IEA HPT-TCP. La France, elle, est représentée en fait par l'ADEME, qui est du coup le représentant légal avec Monsieur Paul Kaik. Et le CETIAT, en fait, c'est le Alternate Delegate, le délégué alternatif quelque part, pour participer et suivre ces travaux. Donc, dans ce programme, on réalise des projets de RDD&D, recherche, développement, démonstration et déploiement. Aujourd'hui, on les appelle des projets. Avant, c'était des annexes. Et dans ces projets, en fait, sont définis à travers des réunions de brainstorming qu'on appelle des National Expert Meetings. Toutes les informations qui sont produites sont publiées dans le site web, sont aussi gratuites. Du coup, il y a un site web, il y a aussi les réseaux sociaux sur lesquels on participe et on est actif. Et on va vous trouver là-dedans, en fait, tous les rapports des annexes ou des projets qui sont achevés ou encore en cours.
et d'autres supports également, comme par exemple le HPT Magazine, des newsletters ou encore le rapport annuel d'activité. Il y a aussi des gros rendez-vous tous les 3 ans. Donc cette année, en 2026, c'est la conférence HIPAM Technologies à Vienne. Je voulais vous présenter un petit peu le mode de fonctionnement de ce programme, puisque c'est pas quelque chose qu'on revoit tous les jours. Donc, on se trouve au centre, en fait, le comité exécutif, donc là où on participe l'ADEME et le CETIAT, qui travaillent en étroite collaboration avec le Heat Pump Center, donc un centre de recherche suédois, pour organiser les travaux de ce TCP. Donc, on va regrouper des idées issues des équipes nationales, donc les National Teams. Donc, aujourd'hui, par exemple, le webinaire fait office des National Teams en France. Et à travers ces National Teams, du coup, on va fournir des idées pour qu'ensuite on puisse proposer et mettre en place des projets. Donc, le comité exécutif décide le lancement des annexes ou maintenant des projets qui sont en lien évidemment avec un plan stratégique du programme. Hein. C'est à cet endroit-là qu'on va produire tout le contenu technique qu'ensuite on va publier dans les différents supports, donc par exemple à travers des rendez-vous, des journées techniques, à travers le site web ou encore à travers la conférence des pompes à chaleur de l'IVA. S'il n'y a pas de questions, donc je vous propose de passer à la prochaine partie de la présentation. Je vais laisser donc la main à mon collègue Lucine Bancard qui va vous parler de ce projet 64. Donc Lucine, je vais te faire présentateur pour que tu puisses partager ton écran et nous présenter ces travaux. Bonjour à tous. Est-ce que du coup, Pedro, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran parce que je ne vois pas là. Ok, très bien. Voilà, moi je vais vous présenter en fait les résultats de l'annexe 64, donc qui est aussi un projet. Hein, donc aujourd'hui on appelle plutôt projet 64, qui concerne les safety measures for flammable refrigerants. Donc, c'est toutes les mesures de sécurité concernant les fluides inflammables, comme par exemple le propane, le R32 et les nouveaux fluides réfrigérants. Donc, parce que suite à ça, en fait, c'est principalement lié aux réglementations, donc F-gaz notamment, qui va vers des fluides frigorigènes à très faible GWP. Et par conséquent, donc ces nouveaux fluides à faible potentiel de réchauffement planétaire donc sont légèrement inflammables ou fortement inflammables. Donc voilà. Alors dans ce projet-là, il faut savoir donc qu'il y a des participants. Donc les participants, donc on a la Suède donc qui est le porteur du projet, qui est en gras. Ensuite, on a l'Autriche, l'Allemagne, la France. Donc la France a participé à ces travaux-là à travers EDF notamment. Et on a la Corée du Sud et les États-Unis qui participent également. Vous pouvez retrouver en fait tous les résultats de ces éléments-là sur le site internet, donc sur le site internet de l'AIE HPT. Vous avez donc vous sélectionnez en fait, vous avez tous les projets, donc vous pouvez aller sélectionner le projet 64 et donc retrouver en fait les sujets qui ont été développés ici en haut. Donc vous voyez projet 64, la FAQ, et puis donc interesting links qui va représenter en fait donc tous les liens intéressants donc, dans lesquels vous allez retrouver donc les études qui ont été menées, les publications ou des articles qui font référence aux mesures de sécurité sur les fluides frigorigènes. Donc voilà, donc ici c'est ce que je disais donc sur le interesting links, donc les liens qui peuvent être intéressants. Et donc on a un premier rapport qui a été un rapport préliminaire qui a été publié puisque le rapport final n'est pas encore publié, mais quand il sera prêt, il sera publié dans cette rubrique-là.
Voilà, donc le site internet, donc voilà, le porteur de projet, donc la Suède est aujourd'hui un rapport intermédiaire. Puis il y a certaines présentations et webinaires également qui ont été faits, donc dans des conférences comme Chillventa ou à Vienne, etc. Et donc ce projet, donc ce projet, pour revenir, donc ce projet il va concerner principalement donc les pompes à chaleur liées au chauffage domestique, à la climatisation et à la production d'eau chaude pour un foyer et donc avec une puissance thermique chaud jusqu'à 50 kW. Donc ça, c'est le périmètre de ce projet-là. Donc, dans ce projet-là, il est défini en plusieurs tâches. Donc, ces tâches-là, on va retrouver notamment donc, en 6 tâches plus précisément. Donc, on va retrouver la première tâche, donc, qui sont les solutions techniques de limitation des risques. Quelles sont les techniques en fait pour limiter le risque d'inflammabilité ou d'explosion, etc., des fluides inflammables. Ensuite, on va retrouver la deuxième tâche, donc qui est sur l'investigation des scénarios de fuite. C'est-à-dire quels sont tous les scénarios potentiels où on peut avoir des fuites, où sont les fuites potentielles, etc., quelle taille, enfin voilà, tout ça est examiné. Ensuite, on va retrouver une troisième tâche sur la détection de fuite. Donc, lorsqu'il y a une fuite, comment on fait pour la détecter? Quelles sont les solutions qui existent? Où elle peut se propager? Comment? Etc. Ensuite, on a la quatrième tâche donc, qui est sur la réduction de charge. Donc, la réduction de charge, c'est-à-dire limiter la quantité de fluide frigorigène dans l'équipement. Donc, voilà, il y a des sujets qui sont traités dans ce sens-là, c'est-à-dire que comment aller vers en fait, des équipements qui contiennent le moins de quantité de fluide inflammable possible. Et enfin, donc là, sur la partie technique, on a donc l'évaluation des risques qui va concerner en fait ces évaluations de risques sur les tâches 1 et 4, c'est-à-dire en prenant en compte donc les solutions techniques et la réduction de charge. Enfin, donc une sixième tâche qui va concerner en fait tout ce qui est communication et diffusion dont ce webinaire fait partie par exemple. Donc, toutes ces tâches-là ont des objectifs précis qui ont été définis. Donc, le premier objectif, c'est l'utilisation plus large et sûre des réfrigérants inflammables. Ensuite, accroître la compréhension des risques liés à l'utilisation des réfrigérants inflammables. Donc, voilà, c'est comprendre en fait quels sont les risques, c'est très important. Et ensuite, définir des méthodes et de dimensionnement sur les équipements pour réduire le risque à un niveau qui est acceptable. Ensuite, l'objectif aussi, c'est d'apporter un maximum de sources d'informations pour les futures mises à jour réglementaires notamment, et pour donc tout ce qui est donc réglementation, donc normes et autres. Et enfin, donc, c'est proposer des recommandations réglementaires, c'est-à-dire proposer des solutions ou proposer des améliorations pour améliorer en fait les réglementations sur l'utilisation des fluides frigorigènes inflammables. Donc là maintenant, je vais vous présenter en fait brièvement en fait sur chaque tâche, je vais vous présenter les quelques résultats ou les travaux qui sont menés sur chacune des tâches. Alors, on ne rentrera pas forcément dans le détail parce qu'on n'aura pas forcément le temps. Mais donc voilà. Donc dans la tâche 1, donc les solutions techniques de limitation des risques, donc la méthodologie était de donc conception des pompes à chaleur, donc développer des solutions de pompes à chaleur décentralisées par exemple, sécuriser la sécurité et la performance, donc répondre aux préoccupations liées à la sécurité du propane, et collaboration avec l'industrie, c'est-à-dire collaborer avec des fabricants de packs pour définir en fait ces solutions techniques de limitation. Dans ce cadre-là, en fait, notamment, il y a un projet qui s'appelle LCR 290, donc c'est Low Charge. Dans ce projet-là, donc a été étudié donc pour réduire les charges en fluide frigorigène, notamment à inférieur à 150 grammes
dans les équipements. Ici, donc, il y a 3 typologies qui sont étudiées. Donc, la première, c'est une décentralisation, enfin, une centralisation par palier, on va dire, dans un immeuble par palier. Donc, une pompe à chaleur qui va alimenter un appartement ou plusieurs appartements jusqu'à une capacité de 10 kW. Ensuite, on va retrouver le deuxième cas qui va être donc une pompe à chaleur centralisée, mais cette fois-ci centralisée, mais qui est placée à l'intérieur du bâtiment. Donc, par exemple, en sous-sol, ce qui est fréquemment le cas, par exemple, sur les pompes à chaleur qui alimentent des bâtiments assez à plus de 10 étages, par exemple. Donc là, ici, donc la pompe à chaleur est à l'intérieur. Donc ça, c'est un cas qui est étudié. Et à ce moment-là, donc la pompe à chaleur aura une puissance entre 10 et 80 kW. Et enfin, pareil sur le même cas, mais sauf que la pompe à chaleur est située à l'extérieur, avec une puissance entre 10 et 80 kW. Donc ça, c'est un peu les solutions techniques de limitation des risques. Donc c'est de centraliser finalement la solution. Donc voilà, il y a eu des prototypes qui ont été développés suite à cela pour essayer de voir en fait au niveau des performances. Donc là, l'idée c'était de réduire, évaluer en fait la quantité de charge potentielle en essayant de maintenir un COP, un S-COP, donc le COP saisonnier, au-dessus de 4,3. Donc là, ce qui était attendu sur cette action-là, c'était que de permettre, donc le projet permettra de fournir des solutions techniques et des prototypes fonctionnels adaptables à diverses configurations de bâtiments. Voilà. Donc voilà sur la partie tâche 1. Donc vous allez retrouver notamment dans le rapport intermédiaire qui était publié, donc des listes en fait de solutions techniques de réduction des risques qui sont issues notamment de la bibliographie. Et donc voilà, donc je vous laisserai aller consulter ces éléments-là. Donc ce tableau-là que je vous présente, donc ça, qui n'est pas complet, hein, donc il est plus long que cela. Donc voilà, on va retrouver pas mal de choses. Hein. C'est par exemple limiter les fuites, limiter la quantité de charge, positionner la pompe à chaleur à l'extérieur. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, mettre en place des systèmes de sécurité, mettre de la ventilation naturelle. Voilà, il y a pas mal d'éléments en fait qui sont proposés et qui peuvent être intéressants. Ensuite, on va sur la tâche 2. Donc, la tâche 2, c'est l'investigation des scénarios de fuite. Donc là, par exemple, c'est liste des paramètres. Donc là, on va étudier en fait tous les scénarios en fait potentiels de fuite, comment le déterminer, etc. Donc, dans un premier temps, en fait, il a été étudié un peu les paramètres des fluides, hein, donc en particulier le propane. Donc là, ici, cette étude quand même est concentrée sur le propane, bien qu'on va quand même étudier aussi d'autres fluides comme le R32 ou le 455A ou ce genre de choses. Donc ici, fabrication, expérimentation d'un banc de test, simulation et CFD dans ces cas-là. Donc là, on voit des photos en fait où on a effectivement mis en fait un banc et on a testé des fuites dans ce compartiment-là. On a également, ils ont également fait étude des fuites sur des échangeurs à plaques, par exemple. Donc voilà. Donc une réalisation CFD également a été effectuée. Donc voilà. Et donc les résultats ont été présentés hein, lors de l'IR conférence en 2024. Donc, je vais vous présenter plus en détail en fait les résultats un peu de cette simulation CFD. Donc, cette simulation CFD, donc voilà, c'est typiquement une unité intérieure contenant une certaine quantité de fluide frigorigène. Donc ici, vous voyez le tableau. En fait, il y a plusieurs configurations qui ont été estimées. Donc, on a 12 cas. Qui va d'une charge en fluide de 240 jusqu'à 480 et donc un débit de fuite qui est également variable, hein, entre 60 grammes par minute jusqu'à 120 grammes par minute.
Et donc, un point marquant, c'est un deuxième point qui va être important, c'est en fait la hauteur de l'unité intérieure dans la pièce et le fonctionnement du ventilateur. Voilà. Après, il y a aussi des orientations en fait comment dire, de flux, hein. Donc, c'est les pales qui vont orienter en fait le flux d'air. Donc là, globalement, on est resté sur du 45 degrés. On constate donc, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on voit quand même que lorsque le ventilateur est en fonctionnement et qu'il y a une fuite, eh bien la LFL et la max flammable volume, donc c'est finalement le pourcentage, en fait, la densité de fluide frigorigène dans l'air et va être très réduite. Donc voilà, à contrario, lorsque le ventilateur est à l'arrêt, là on va voir, c'est là où on va voir des concentrations les plus importantes dans le fonctionnement. Donc quand il y a une fuite, donc c'est pour dire que c'est privilégié comment dire, de faire fonctionner la ventilation pour diluer et faire et qu'il n'y ait pas en fait des zones où on va avoir une concentration de fluide frigorigène, donc ce qui augmente le risque d'inflammabilité. Donc suite à cela, donc on a principalement pris donc deux scénarios. Donc avec ventilateur et sans, avec fonctionnement du ventilateur et sans le fonctionnement du ventilateur, et puis le positionnement de l'unité intérieure, donc qui va être soit à une hauteur en fait de 1,8 m ou de 2,2 mètres. Voilà. Donc globalement, ce qu'on constate, c'est que lorsque le ventilateur est en fonctionnement, donc c'est les images qui sont en haut, on voit bien que on atteint très peu le pourcentage de la LFL. Donc la LFL, donc c'est la limite inférieure d'inflammabilité du fluide. Et donc là, on est en dessous, au maximum, on est à 45-50 lorsque le ventilateur est en fonctionnement, alors que quand il est à l'arrêt, on voit bien qu'il en a une concentration importante de fluide frigo, de fluide frigorigène dans le volume du local, jusqu'à les 60%, donc ce qui est largement au-dessus donc de la détection en fait des capteurs. Voilà. Donc en conclusion, donc une charge importante avec un début de fuite élevé va augmenter le niveau de concentration, donc le niveau de risque. La ventilation permet de diluer les fuites et de réduire donc la concentration et de réduire un petit peu le risque. Et la hauteur de l'unité intérieure va déterminer finalement le volume de stratification de la fuite, notamment lorsque le ventilateur est à l'arrêt. Donc là, on va présenter rapidement donc, les tâches 3 donc, sur la détection de fuite. Donc, elle a été étudiée, par exemple, la détection de fuite avec donc, un système de vibration sur sur un réservoir en fait, de fluide. En fait, pour essayer de voir en fait, ces variations-là, on va essayer de voir en fait, si on a une réduction de charge dans l'installation. Et donc, on voit ici un petit schéma, en fait, parce qu'il y a plusieurs façons, en fait, de détecter si on a la quantité de fluide frigorigène qui a baissé dans notre système. Si la quantité de charge a baissé dans notre système, cela signifie qu'on a une fuite de notre système. Et donc, il y a plusieurs façons de le mesurer. Donc, le plus simple, c'est de mesurer, en fait, le sous-refroidissement et la surchauffe en conséquence. Mais ici, c'est surtout le sous-refroidissement qui est pris en compte. Et en fait, on constate que avec les systèmes usuels, donc juste mesurer température et pression, c'est pas suffisant puisque en fait, on va détecter la fuite qu'à partir d'une certaine quantité de charge, notamment ici, à partir de 1200 grammes de charge. C'est à partir de là, dans la zone 1, qu'on va commencer à détecter. Alors qu'avec le système donc, à vibration, on va détecter bien en amont, en fait, la perte de fluide dans notre système. Donc voilà, ça c'est la première étude qui a été menée. Donc on a en parallèle de ça une autre étude qui a été menée. Donc c'est sur la création de modèles numériques de détection de fuite. Alors là, ça concerne notamment donc sur le R32 que ça a été mené.
avec une PAC RO. Voilà. En conclusion, donc c'était donc là cette étude-là était menée, donc qui est aussi une thèse qui est faite en parallèle. Donc on va récupérer en fait toutes les données, les analyser et développer des modèles pour essayer de calculer plus précisément la quantité de charge et déterminer en fait par calcul, par simulation numérique, s'il y a une perte de fluide dans le système. Donc voilà, des essais aussi expérimentaux ont été faits, chez EDF, R&D notamment. Donc on peut en conclure de ça, c'est que les méthodes numériques sont insuffisantes pour détecter une fuite de fluide, puisque en fait avec les incertitudes de mesure, etc. Aujourd'hui, il y a un peu ça, en fait, les erreurs de mesure et tout ça ne permettent pas forcément de définir assez précisément lorsqu'il y a une légère fuite. Et puis les modèles donc les modèles ont été validés, donc les modèles numériques ont été globalement validés. Ensuite, aujourd'hui, on va vers le développement d'une nouvelle méthode de calcul de charge en dynamique. Donc là, on va essayer plutôt de développer des choses plutôt en dynamique. Sur la tâche 4, donc réduction de la charge. Réduction de la charge, on va retrouver donc le projet LC150 qui montre que on peut atteindre des charges de 10 grammes par kilowatt chaud sur une pompe à chaleur. Par exemple, c'était le cas sur une pompe à chaleur au propane qui fait à peu près 12,8 kW et donc avec un scope de 4,3. C'était pour dire, voilà, donc les pompes à chaleur sont au propane avec des charges réduites sont techniquement réalisables aujourd'hui. Donc, des études sont menées pour la réduction de charge sur le condenseur, par exemple, puisque ce sont l'équipement qui va contenir le plus de charge. Donc, les études sont menées énormément sur le condenseur, mais aussi sur l'évaporateur et le compresseur. Donc, ce sont les trois équipements qui vont contenir le maximum de charge dans l'installation, et très peu sur les tuyauteries finalement ou autres éléments. Voilà. Donc le projet va ouvrir à de nouvelles recherches, par exemple sur les huiles, les technologies de compresseurs, les condenseurs évapoteurs. Donc c'est un peu ce que je viens de citer là. Et donc on va essayer de développer des solutions avec des faibles quantités pour les puissances plus importantes. Donc pour cela, la conception de la machine est vraiment très importante pour la réduction de charge. Donc ça c'est vraiment un point où les fabricants devront la collaboration avec les fabricants devrait être vraiment très très importante, puisque on va vers la conception de la machine est très 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 importante pour réduire la charge de fluide frigorigène. Donc voilà, je vous présente un petit graphe rapidement qui est issu de l'étude, des études qui sont menées ici par exemple. Donc on voit qu'on peut atteindre jusqu'à 15 grammes par kilowatt, voire moins, en agissant en fait ici. Donc ce graphe, il illustre finalement en fait la quantité de charge sur le. En fait, excusez-moi, c'est une étude qui a été menée sur le condenseur spécifiquement. Donc ici, vous voyez le nombre de tuyauteries, donc de 1 à 10. Donc tout simplement, on a mis en parallèle les tuyaux. Et donc on a réussi à réduire la charge en multipliant finalement le nombre de passes dans le condenseur. Mais cela donc fait doubler, donc faut faire attention. Donc il y a à un moment donné, on a une certaine limite qui arrive entre 6 et 7 tubes, et il faut trouver un compromis entre la réduction de charge et les pertes de charge, qu'on appelle les pertes de pression et de coefficient de performance. Voilà. Dans le premier rapport, donc il y a une annexe qui a été publiée sur notamment donc pas mal d'éléments que vous pouvez retrouver. Donc voilà, je vous ai également présenté le sommaire. Il y avait une partie aussi qui était quand même intéressante, c'était en fait quelle réglementation fallait appliquer pour les fluides, quelle réglementation fallait appliquer pour les fluides dits inflammables. Donc on a par exemple la Ultra 78, mais on a aussi l'AIE 60, l'AIEC pardon, 60-335-2-40, donc sur les trucs. Et on a aussi la réglementation ATEX. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a quelle réglementation appliquer, et il n'y a pas forcément une uniformisation
entre ces normes-là. Donc, c'est peut-être un des sujets qui seront traités à l'avenir. Ensuite, sur la tâche 6, donc, qui est sur la communication et la publication, vous allez retrouver pas mal d'éléments sur, donc, encore une fois, sur le site de l'AIE. Et il y a pas mal de documents qui ont été publiés, notamment à travers l'IIF, donc l'Institut international du froid, ou encore dans des webinaires et des conférences. Voilà, vous avez énormément d'éléments que vous pouvez retrouver qui sont détaillés, donc tout ce que j'ai présenté en amont. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lucine. Hop. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Hop. Alors, je vais afficher l'écran. Alors, je pense que vous voyez mon écran, j'espère. J'espère que vous voyez mon écran. Lucine, est-ce que tu vois mon écran ou pas? C'est ça. Ouais. Merci. Donc, plusieurs questions. Du coup, la première question concerne si vous avez des connaissances de simulation CFD sur une fuite de gaz en extérieur. Donc, pas en extérieur, en intérieur, comme on l'a montré dans les résultats, et donc avec turbulence ambiante. Est-ce que tu as vu des résultats sur cette thématique? Non. Alors, dans ce qui est les documents qui sont disponibles, il n'y a pas de CFD sur un équipement mis à l'extérieur et où on a une fuite. Ça n'a pas été fait. Parce que en fait, à l'extérieur, ça pose, on va dire, ça pose moins de problèmes qu'à l'intérieur. Parce que en intérieur, on est plutôt en confinement, donc c'est surtout ça qui va, surtout ces sujets-là qui va être essentiel. Et quand on est en extérieur, voilà, donc il faut mettre de la ventilation, etc. Il y a un peu des courants d'air, etc. qui font diluer, mais ouais, ça n'a pas été étudié. Honnêtement, ça n'a pas été étudié, mais effectivement, ça pourrait être intéressant de voir comment se comporte le fluide en extérieur, ouais. Mm. Ouais, donc deuxième question, bonjour, sur les tâches de comment a été choisi le débit de fuite pour la CFD. Alors, bonne question. Alors, je n'aurai pas forcément la réponse ici. J'aurais pas forcément la réponse comme ça. Donc, c'est une bonne question, comment le choix de la fuite a été fait. Après, est-ce que peut-être Bjorn, il peut répondre, je ne sais pas. Ouais, bon point, Lucine. On a avec nous Bjorn, qui est le chef de projet de cette annexe aussi. Donc, on pourra lui donner la parole tout à l'heure pour balayer les questions qu'on n'aura pas pu répondre de notre côté. Donc, je la garde pour la suite. On peut continuer avec les questions. Oui, donc bonjour. Est-ce qu'un max flammable volume de 0 litre signifie un niveau de risque nul? À l'inverse, est-ce qu'il existe un max flammable volume non nul qui ne représente pas de risque? Est-ce que si on a un max de 0 litre, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Non, pas forcément, pas forcément. Il faudrait que je reprenne les slides. Excusez-moi. On était sur. Non, c'est bon. Je reprends juste les slides là pour me remettre dans le contexte. Donc, si on a 0, en fait, est-ce qu'on n'a pas de risque? Non, en fait, ça veut pas dire qu'on n'a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite, en fait. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Mais après, est-ce qu'il y a un maximum? Oui, le maximum, c'est quand tout le fluide a été émis dans
l'environnement, quoi. Voilà, et donc on le voit d'ici. Alors si on repartage les slides dans la S10 ici, voilà, je vais repartager mon écran rapidement juste pour répondre à cette question. Après, du coup, je ne sais pas si on voit mon écran là, c'est bon? Ouais, donc voilà, par exemple, on va l'atteindre sur le S10 ici, donc le scénario 10, qui correspond en fait à la quantité de charge la plus importante et le début de fuite le plus important. Voilà, donc le maximum, en fait, il est atteint selon la quantité de charge qu'il y a et le débit de fuite correspondant. Voilà, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Alors attends, je ne sais plus où est-ce qu'on en est là. Ouais, c'est celle-là. Quel est le principe de détection de fuite par vibration, s'il vous plaît, comment ça marche? Alors c'est un équipement qui est placé sur le réservoir sur le réservoir liquide de mémoire et qui il présente en fait donc il va étudier en fait les vibrations de fluide, etc. Enfin, avec des ultrasons, etc. Donc, c'est ce type d'éléments-là qui sont utilisés. Ouais, mais pour avoir plus de détails, alors parce que je pourrais présenter des choses, parce que c'est un peu difficile d'expliquer comme ça sans support, mais en fait, vous pouvez retrouver les éléments sur le site, dans Interesting Links, vous pouvez retrouver des présentations et dedans, toute l'étude est détaillée. Vous avez même des photos, etc., que vous pouvez retrouver. Voilà, je suis désolé de vous répondre comme ça, mais alors oui, donc 10 grammes par kilowatt. Alors là, essentiellement, c'était RO. C'était RO, il me semble. Mais ça, il faut voir, c'est un autre programme qui s'appelle Low Charge 150. Ce projet-là, donc Low Charge 150, qui donc étudie en fait les pompes à chaleur pour avoir une charge inférieure à 150 grammes dans le système. Mais il me semble que c'était pour des systèmes RO, si je ne me trompe pas. Wow, il y a beaucoup de questions là. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais donc, avez-vous connaissance d'études réalisées sur des fuites de propane dans les échangeurs de chaleur vers un circuit d'eau caloporteur? Alors, c'est une très bonne question, mais en tout cas, dans l'étude ici, justement, ils avaient spécifié qu'ils traitaient des fuites vers l'extérieur et pas vers d'autres en fait, et pas vers un autre fluide, etc. Alors il y a quand même une étude qui était menée sur les échangeurs à plaques. Donc ces échangeurs à plaques, donc forcément, donc c'est sur les fluides caloporteurs ou frigoporteurs, selon où ce qu'on se situe dans le circuit. Et donc parce qu'il n'y avait pas beaucoup de données, justement, il n'y a pas beaucoup d'informations justement sur ce type de fuite-là. Justement, c'était un petit peu ce qui était relevé, c'est qu'il y a un manque de données sur donc les fuites vers des échangeurs à plaques, etc. en intérieur. Ouais. Ça, c'est une très bonne remarque. Et la dernière question, est-ce que la réglementation autorise l'utilisation du propane pour les packs RR ou RO en version split system? Si oui, y a-t-il une limitation de charge? Alors, est-ce que alors la réglementation quand même vise à réduire la quantité de charge et à limiter le risque donc d'inflammabilité. Donc assez souvent, les packs RR sont proscrites, on va dire. Hein, mais c'est plus des packs RO qui sont utilisés au propane généralement. Donc là, d'un point de vue plus pratique, on va utiliser plutôt des packs aujourd'hui RO. Et en RR, on est plutôt sur du R32 essentiellement, mais pas sur du propane aujourd'hui.
Ouais, c'est pour ça, d'où les études qui sont menées, notamment sur le propane, dont vous avez vu notamment les fuites en intérieur, sur l'unité intérieure, etc. C'est des études qui sont menées aujourd'hui pour voir justement la faisabilité et aller vers des autorisations finalement d'utilisation du propane en intérieur. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas en fait. Super, merci, merci Lucine pour ce gros travail en fait de synthèse de tous les livrables concernant ce projet qui sont comme souvent très riches en informations avec beaucoup de publications. Donc Lucine a fait un gros effort pour vous synthétiser en fait en quelques slides les principaux résultats. Merci Lucine. Donc on avait noté 2 petites questions auxquelles on n'avait pas pu répondre. Je vais switcher maintenant en anglais pour parler avec John. Hi Bjorn, I hope you're doing well. So Bjorn is the project manager of Annex 64 as well as 69. Bjorn, if you can introduce yourself, maybe just quickly. Yes, Björn Palm, I'm a senior professor at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. And I've been leading this Annex 64, and which is now ending by the end of this year, and I'm starting up the new Annex 69, which was started in January. Mm-hmm. But I guess you want to have my view on these questions. Exactly, yes. Yeah. So within the work in Project 64, there are no CFD simulations concerning outdoors at the moment. I know there is some interest from one of the groups in Fraunhofer to do this, but as far as I know, there is nothing released at this moment. Concerning the second question there, yes. The leakage rate was chosen so that the complete charge should be released within 4 minutes. So the charge was 240 grams, and the charge was then 60. The release rate was 60 grams per minute. So and this goes back to one of the standards actually. Mm-hmm. Okay. About the maximum flammable volume, well, if there is no maximum, there is no flammable volume, it should be safe, so to say. It should not be possible to ignite this volume. Of course, you have to go back to the standards and the definitions to look into the details there. I'm not sure whether if you, for example, if you increase the temperature and have a large, so to say, spark, it might be possible to ignite also if the concentration is lower than the LFL. But this is sort of the definition which we're working with nowadays. Mm-hmm. And last question, maybe this one. Yeah, I'm sorry, I cannot go into the details there. I don't really know, but perhaps I could say something about the next one just instead. I mean, this was water to water. We did have a similar setup both in Germany and in Sweden with about the same amount of refrigerant and the same capacity. And it's water to water, and we're in both cases using an automotive compressor, which has much smaller internal volume than the standard commercial compressors for stationary applications. Okay, thank you very much, Bjorn. About this question, we will probably join a little link towards the information so that you can maybe go a bit deeper. Okay. So thank you very much, Bjorn, about those replies and answers. I will let you, I'll give you the floor now so that you can share your screen and take for the next part, which is the new projects. So project 69. Here you go. Normally you should be able to share your screen. Excellent. Looking good. Very good. So
I don't have to introduce IEA HPT TCP. That was already done, so I will continue with presenting this new project. And of course, it was started in January, so there are no results to present at this stage. So what I will do is to present the background and the reason for this new project, and also what we have intended to work on within the project. So as you may have heard, there was an IEA report some time ago suggesting that we need to install 600 million heat pumps by 2030 if we want to keep the goal of the Paris Agreement. And of course, we are not by far reaching it seems that we will not reach that level. And of course, a lot of these 600 million heat pumps will be quite small units, substituting water boilers in apartments. And there are not so many heat pumps which are suitable for this type of application at the moment. So in general, we can say that in the future, we will have more cooling and more heat pumps due to electrification of the heating sector, but more air conditioning systems due to rising temperatures and also increased living standards. And this means that the heat pumps, they need to be competitive to gas heaters. We have already seen that there is an opposition towards regulations stipulating heat pumps in some applications, and because of the high first cost of heat pumps. So the first cost should be reduced in some way, and that is one of the goals of the present project. And also air conditioners need to be affordable, of course. Another fact which is influencing is, of course, the phase out of the HFCs. And we are now substituting HFCs more and more with natural refrigerants. And this means that we will go from having a threat towards the global environment caused by CFCs and HFCs and HFOs towards having a risk related to the flammability of the refrigerants. And of course, this is also a reason for minimizing the systems to try to make them small and compact. So we have had already a couple of annexes or projects within IEA HPT related to this. We had Annex 54, which was about low global warming potential refrigerants, Annex 56 about circular economy, and we have, as you heard, Annex 64, which is about flammable refrigerants. So there has not been anything about affordable systems, and this is what we want to cover within this new project. And one way of achieving affordability is to go towards miniaturization. Smaller units, smaller components will in the long run mean less expensive systems. That's the hypothesis. So just let us look at what is available, so to say, already today. This is just an illustration of that. Could we make compressors smaller? And that is one of the questions we want to answer. And we have already seen that we could be able to substitute an ordinary compressor looking something like this, which has a weight of more than 20 kilograms and contains, let's say, 70 grams of propane, with something like this. This is an automotive compressor, which is the weight, the capacity is about the same. The weight is 1/3 or less. And the amount of refrigerant in this is less than 15 grams, if we talk about propane. So, of course, this is a totally different technology compared to what we're used to, but we believe that this is one way to go to minimize systems and to make them in the long run less expensive. If we look at the heat exchangers, well, this is just a comparison of the development of plate heat exchangers.
I mean, we need to heat water in almost all of the heat pumps. So there has to be a refrigerant to water condenser in the system. To the left, we see the typical design from 20 years ago or so. And in that case, the refrigerant charge was about 0.9 liters per square meter of heat transfer area. In the second picture from the left, we see a prototype we made some 15 years ago at KTH, made out of flat aluminum multi-channel tubes. And in that, we had only 0.44 liters per square meter of heat transfer area. Now, the development is going towards less internal volume, and you see a Danfoss microplate here, which has a internal volume about 0.5 liters per square meter. The pressing depth is now about half of that compared to some 20 years ago. And to the right, you see a prototype we made at KTH with a pressing depth of less than 1 millimeter and internal volume of less than 0.4 liters per square meter of heat exchanger area. So the refrigerant charge in this type of heat exchanger to the right is well, about a third of that in the design from 2004. Just to show some pictures of what our prototype looked like with a built-in subcooler, and yeah, so there is a lot of development possible even in plate heat exchangers, which we consider as compact already today. Of course, for other components like valves, there are also possibilities of reducing charge and making them smaller and less material. I just wanted to show you one example of a product which recently came out on the market. This is a box containing all of the refrigerant containing parts, condenser, evaporator, compressor. And this box is then put into a rack, so to say, which is 60 by 60 by 180 centimeters, I think. So it is the whole heat pump, so to say, is built into this small box with a size of about 50 by 50 by 25 centimeters. And this is made such that it's not serviceable at the spot. So instead, if there is any problem, you just disconnect the water lines here and you send it to the factory for fixing. And in this particular case, you could put 2 units side by side here and you could get 12 kilowatts out of the same unit. Yeah, so that's just an example which is pointing in the direction which we want to work towards enhanced miniaturized components. So the tasks for Project 69 were divided into, well, depending on the components. One task is heat exchangers and other compressors. One is other components, and one is system performance in general. And concerning the heat exchangers, we have had one meeting so far, and the participants explained what their plans were. And some of the plans for the heat exchangers were 3 fluid heat exchangers, 2-row vertical fin microchannel heat exchangers, fin type composition to enhance heat transfer, desiccant coated heat exchangers to increase capacity. When it comes to the compressor, the participants' plans, there are one company or one group working on oil-free turbo compressors, another on high-speed rolling piston compressors, and we're also looking at this type of automotive scroll compressors in aluminum, which I showed you before. So there are different solutions for compressors as well. When it comes to other components, there are not so many points raised, but use of aluminum tubing is one possibility. Thermal energy storage by phase change material and built that into the heat pump is another possibility. When it comes to system performance, there is one project going on how to
build a heat pump which could substitute the gas boiler, as you see in the left picture. And there are also sub-projects concerning safety with hydrocarbon heat pumps and also aluminum heat pump to replace gas boilers in apartments. So that is in brief what we are planning to work on at the moment. All of the components are within the project, so to say. The project timeline is, as you see here, from the 1st of January this year to December 31st, 2028. So the project has not just started, and we will come back with more information. There is a website, but there is not much in it at the moment, but we will work on that. So keep your eye on that. Participating countries now are Austria, China, Germany, Korea, Sweden, and UK. But there is also interest from Canada and US, so we'll see if they will join also during the coming months. And of course, we would like to see France also joining this new, very interesting project. Thank you for your attention. Thank you very much, Björn, for this interesting presentation about this new project. So there's a couple of questions from the participants. I will switch to my screen. Let me just click the right button, set chat, show my screen, and then the questions. Right, so the first question is on heat exchangers with low R290 capacity, where are their pressure losses? I mean, as I said, we have not really just recently started, so I cannot give you sort of experimental results. But from the risk experience from before, I think the pressure losses have been, well, I mean, we aim for pressure losses perhaps corresponding to, well, less than 0.5 degrees in the of saturation temperature. So it should be very low, and it's always possible to have more parallel channels and thereby reducing the pressure loss, shorter and more parallel. Excellent. There's another question here on heat exchangers with low R290 content. So they're asking about the resistance to clogging or to partial circulation inside the heat exchanger. Maybe, do you think this topic will be studied in the annex? At the moment, I don't see any sub-project focusing particularly on this. But I mean, the question is about the water side, and of course, if you think about, well, almost any type of heat exchanger, I can imagine the cross-sectional area on the water side will be much larger than on the refrigerant side. Mm-hmm. So of course we must make sure that even if we try to reduce the size of the heat exchanger, we have reasonable cross-sectional areas for the water, so we don't get clogging. But that is of course an interesting question which we need to take into account. Mm-hmm. Okay, thank you, Björn. So there's one last question, but it's about the brand of the appliance you showed. So I'd rather not go into that detail in this public webinar, if that is okay. Sorry for this. Yeah, my mail address. So. So maybe one question to the public. Would any of you be interested in following closely this webinar? Sorry, this project, or maybe have you got any research or work involved miniaturizing heat pump components or heat pumps itself? If you are working in this subject and you would like to join the or you would like to study how to join this annex or project, just leave a little yes in the chat so that we can maybe contact you and take it from there with Björn. Just drop a little yes if you are interested in following closely this project 69. Thank you very much, Björn. I'll take it from here.
to finish with the last couple of slides that we've got prepared for you. I'm already sharing my screen, so that is good. Et je peux switcher en français d'ailleurs. Pour terminer le webinaire concernant les projets en cours et les projets à venir. Donc les projets en cours et les participations FR, donc il y a un certain nombre de projets en cours actuellement. Donc heat pump for drying pour le séchage, donc l'annexe 59, des pompes à chaleur aussi pour la rénovation des bâtiments non résidentiels, annexe 60. En 61, on a les pompes à chaleur pour des réseaux de chaleur à énergie positive. 62 et 63, des annexes qu'on a présentées lors du dernier webinaire concernant les pompes à chaleur dans des bâtiments collectifs multifamiliaux, enfin pas collectifs. Et ensuite sur l'impact de l'endroit d'installation sur l'acoustique des pompes à chaleur. Donc c'est des sujets évoqués la dernière fois. Le 64 qu'on vient de présenter. Tous ces annexes vont se terminer en 2025-2026, donc qui ont peut-être été poursuivis pour cette année 2026. Et des annexes ou des projets plutôt plus récents, par exemple l'annexe 65 sur les pompes à chaleur dans une économie circulaire, donc où pas mal de travaux, des travaux est prévu en 2026 pour terminer le projet. Des nouveaux projets, 66 sur le dimensionnement et la régulation optimale des pompes à chaleur, pour l'instant 3 pays, le 67 sur des services digitaux pour les pompes à chaleur, le 68 sur les pompes à chaleur industrielles haute température, qui a beaucoup de succès avec pas mal de pays participants. Ensuite, le 69 qu'on vient d'évoquer avec Ujjarn, et l'annexe et le projet 70, voilà le tout dernier qui vient de démarrer il y a peu de temps, concernant la flexibilité grâce aux pompes à chaleur dans des réseaux d'électricité agrégés. Il y a principalement 3 projets en cours de définition. Donc, le premier, c'est les pompes à chaleur pour la production d'hydrogène et la capture de carbone. La description du projet est définie et validée. On n'attend que des participants en fait pour démarrer les travaux. Donc, normalement, là, j'ai essayé de mettre en 2026, mais voilà. La suite de l'annexe 62, qui viserait donc à faire un suivi des pompes à chaleur dans des bâtiments collectifs. Donc un suivi peut-être instrumenté plus en détail. Et puis finalement, une annexe ou un projet autour en fait de la climatisation et le confort d'été des pompes à chaleur. Donc c'est une nouvelle idée qui a été évoquée en 2025. Et qu'on cherche finalement des partenaires pour définir le travail et pouvoir lancer les travaux. Voilà, donc quel pourrait être votre rôle en tant que participant à ce webinaire? C'est tout simplement d'un côté, soit continuer à suivre les informations qui sont publiées à travers les livrables, par exemple sur le site web. Vous pouvez participer à des webinaires ou encore à la conférence IEA HPC, donc Heat Pumping Conference. Mais vous pouvez également devenir acteur, donc soit proposer des idées de projets, notamment à travers la National Expert Meetings, par exemple, qui a lieu en octobre, soit en visio, soit en présentiel, en fait, en fonction de l'année. Vous pouvez également participer à des nouveaux projets pour apporter du contenu technique sur un sujet spécifique. Bien évidemment, pour participer à des projets, il faut payer une somme d'argent qui s'appelle Project Manager Fees. Donc, il y a une petite coquille. Voilà. Et vous pouvez, au niveau maximum d'implication, en fait, c'est de devenir Project Manager. Donc, identifier une nouvelle idée de projet, la mettre en place et la mener à bout pour coordonner les travaux de recherche autour de ce sujet. Alors, j'avais prévu un petit sondage pour vous. Ouais. Aujourd'hui, en fait, en France, en tout cas, le National Team fonctionne beaucoup à travers des webinaires où on vous fait
passer les informations du programme et on essaie parfois de récupérer votre feedback. On se posait du coup la question si vous seriez intéressé à participer à une sorte de journée d'échange d'un point de vue pour évoquer les différents sujets de recherche que les participants à la réunion sont en cours de mener, mais aussi pour identifier potentiellement des nouveaux sujets, des nouvelles idées de projets, par exemple, ou des nouveaux travaux de recherche qu'il faudrait mettre en place et peut-être porter à un plus haut niveau de l'EXCO, par exemple. Donc, si ça vous intéresse, on va essayer de voir comment on pourrait mettre en place cette journée d'échange autour de ce programme HPC ou HPT-TCP. Voir si c'est peut-être une réunion physique, à quel endroit, ou si c'est peut-être une réunion de d'échange en format hybride. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous prononcer là-dessus. Donc, 3 réponses possibles. Oui, si vous pensez que c'est une très bonne idée. Peut-être si, en fonction de l'ordre du jour ou du format proposé, ça pourrait vous intéresser à participer. Ou encore, bah non, si peut-être vous souhaitez plutôt rester dans le background pour suivre les travaux. Je vois que pas mal de gens ont voté, donc après 1 minute passée, environ la moitié des participants ont voté. Alors avec une répartition assez équilibrée entre les trois réponses. Je sais pas si voilà 60% de vote. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais arrêter le poll. Donc, on est à grosso modo 35% de oui, avec 61% de peut-être, et finalement avec un 9% de pas forcément, non, pas intéressé. Ensuite, voilà, si on passe à la suite en fait de ce webinaire, donc du coup, les datas à retenir en fait pour la suite, c'est notamment cette conférence, HeatPump Conference qui a lieu à Vienne fin mai. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont vous être proposées avec autour de 800 participants et j'ai eu autour de 400 contributions scientifiques, donc présentations soit techniques, soit une espèce de format poster mais révisé avec des zones de recherche en fait assez identifiées et puis avec la possibilité aussi pour vous, si vous souhaitez en tant que votre société en fait sponsoriser la conférence et mettre en avant votre société, bah, il y a des plans en fait prévus pour. Il y a encore en fait, on est en phase de early bird d'inscription en fait avec un montant préférentiel, la tarif préférentiel d'inscription. Donc, si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous positionner rapidement. Je pense que la tarif early bird va se terminer bientôt. Du coup, avant de terminer, je voulais vous poser une toute dernière question. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous a présenté un projet qui se termine bientôt et un nouveau projet. Pour les prochains webinaires, on aimerait savoir s'il y a des sujets qui vous intéresseraient le plus pour faire un Zoom. Donc j'ai fait la liste des annexes qui vont se terminer bientôt et qu'on n'a pas encore traité dans les 2 derniers webinaires. Donc notamment, il y a l'annexe 59 sur les pompes à chaleur pour le séchage. Il y a l'annexe 60 sur les pompes à chaleur pour la rénovation des bâtiments non résidentiels. Je n'arrive pas à voir tout le titre des annexes, j'espère que c'est bon pour vous. Les pompes à chaleur pour des réseaux à énergie positive. L'annexe 65 sur les heat pumps in a circular economy, donc dans une économie circulaire, où il y a une bonne participation française en fait avec le CETIAT, le Pôle Cristal et Kemour également pour apporter du contenu technique. Et la dernière proposition, ce serait plutôt de ne pas présenter un seul projet, mais plutôt de vous faire une sorte de grosse synthèse avec toutes les publications qu'ils peuvent avoir dans ce programme, tant d'un point de vue de l'ensemble des projets, mais également avec par exemple le HPC Newsletter, où on publie également des articles autour de différents sujets. Voilà, donc n'hésitez pas à
voter en fait, et vous nous donnez en fait une sorte de idée de priorité pour vous afin que on puisse adapter les prochains webinaires à ce que vous attendez. Je vois que la moitié des personnes ont voté après une minute. Voilà, 53. Et du coup, je vois qu'il y a peut-être 2 ou 3 en fait, 3 sujets qui vous semblent les plus importants. Donc l'annexe 61 sur les pompes à chaleur dans des réseaux à énergie positive. L'annexe 65 sur les pompes à chaleur dans une économie circulaire. Et puis finalement également à traiter peut-être plus d'un point de vue général tous les résultats ou toutes les livrables en fait de ce programme. Je vais donc terminer ce pôle. Hop. Et puis voilà, je pense qu'on arrive. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vois qu'il y avait encore des questions qui sont arrivées dans le chat. On va sur la technologie de la pompe à chaleur qui était affichée tout à l'heure, donc on va revenir dessus pour vous apporter des compléments si on peut. Je vois qu'il y a pas mal de gens ont aussi indiqué qu'ils seraient intéressés à participer éventuellement à l'annexe 69. Donc, n'hésitez pas à vous prononcer également, puisque ça permet de faciliter une participation française s'il y a plus de participants, en fait. Mais je vois pas forcément des questions en particulier sur cette dernière partie. Donc, voilà, on vous propose de terminer ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie également les différents intervenants, donc Lucine pour la partie CETIAT, and I thank you very much, John, as well, for your intervention about Project 69. On va terminer le webinaire et je vous propose un petit dernier sondage sur l'intérêt et la qualité de ce webinaire. Plus un petit champ pour répondre plus ouvertement sur d'autres choses qu'on n'aurait pas pu traiter aujourd'hui. On vous laisse la parole. Voilà, donc on va arrêter ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.